Bonjour à tous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très très important. N'oubliez pas également de mettre des commentaires et le pouce. Nous en sommes maintenant à 58 000 abonnés. Je trouve ça très bien, très bien. Alors n'oubliez pas le pouce, abonnez-vous et puis commentez. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter cette revue de presse, vous faire à la fin de cette revue de presse un compte-rendu de lecture de ce que je pense être les meilleures lectures de la semaine. Mais avant tout ça, l'Ukraine, oui, un sujet qui nous préoccupe tous. L'Europe, mais aussi le Covid, les États-Unis, avec une banque qui dévisse complètement, et puis, évidemment, la Chine. Que nous disent des gens comme LCI à propos de la durée de la guerre? Combien de temps va durer cette guerre? Voilà que la patronne de la CIA, Avril Haines, livre, peut-être pas des confidences, mais enfin des informations sur sa vision de la guerre. On parle beaucoup de contre-offensive ukrainienne au printemps. Elle a répondu, voilà la vision par la patronne de la CIA de la guerre. Combien de temps peut-elle durer? Voici Avril Danica Haines, 53 ans, née à New York, diplômée de physique et de droit. Elle est aujourd'hui directrice du renseignement national des États-Unis. Ça fait 2 ans. Putin most likely calculates that time works in his favor and that prolonging the war, including with potential pauses in the fighting, may be his best remaining pathway to eventually securing Russia's strategic interests in Ukraine, even if it takes years. And Ukraine, of course, also faces challenges. Ukraine's prospects for success in a major spring offensive will probably hinge on a number of factors. And at present, the Ukrainian armed forces remain locked in a struggle to defend against Russian offenses across eastern Ukraine. There is currently a grinding attritional war in which neither side has a definitive military advantage. si les États-Unis eux-mêmes ne pensent pas que la contre-offensive ukrainienne peut changer le visage de cette guerre. Donc la publication d'archives américaines, donc on va parler tout de suite de ces archives, parlons de ce système américain qui permet de déclassifier des documents très très importants. Je ne suis pas sûr qu'on ait l'équivalent en France. Un de mes collaborateurs que j'aime beaucoup, je sais qu'il nous écoute et que j'embrasse, dans une crise d'insomnie, m'a dit « tu devrais regarder ça ». Et ceci, 1, est une archive du Congrès des États-Unis, 2, est dans la section matériel pédagogique réservé aux enseignants par la bienveillance du Congrès. Or, là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le parallèle de l'opération dit Paperclip, dit opération presse-papier, ça qui commence à être connu, c'est-à-dire comment on a fait une lessiveuse à vilain vis-à-vis des anciens criminels de guerre nazis. Donc ça, vous avez des détails, entre autres, sur Gehlen, les fameux réseaux Gehlen, c'est-à-dire l'un des maîtres espions du Reich. Donc, vous avez ces gens-là, là, on a des détails, et là, vous avez en plus toute une partie qui concerne l'Ukraine, sujet légèrement d'actualité en ce moment, pour vous dire comment on a maintenu pendant la période de la guerre froide, les réseaux bandéristes, que certains des pires assassins, Stéphane Bandera lui-même, ont été protégés par les Américains, Stéphane Bandera, jusqu'à ce qu'il rencontre par hasard quelqu'un du KGB, pas de bol, alors qu'il était protégé par les services allemands. Mais par exemple, un de ses seconds va mourir en 86, après avoir été de multiples fois félicité à titre personnel par Ronald Reagan. Et malheureusement, ce sont ces réseaux-là qui ont été nourris. Alors même financièrement, ils ont été. Ça on voit bien. À un moment donné, ils cherchent, ils sont plus. Alors ça, il y a quand même des allées et venues des Américains qui par moments se disent finalement Bandera est un peu dangereux. Mais dans ce cas-là, c'est les Britanniques qui prennent le relais. Après les Italiens. Enfin bon. Ça... non, mais c'est très simple. Il va faire tout le tour du bord de l'OTAN, quoi. C'est aussi simple que ça. Or, ces gens-là, pour la plupart, vu leur CV que nous connaissions parfaitement. Oui, mais j'aimerais bien qu'on le rappelle quand même sur CV, parce que là, il y a quand même des choses qu'on découvre dans ce livre. C'est très simple. Pour les bandéristes, c'est la participation à la Shoah par balle, c'est très net. C'est l'extermination des Juifs. C'est les exterminations anti-polonaises
qu'on mésestime souvent. Très intéressant, on la lit très bien dans votre livre. D'ailleurs, à un moment donné, je lis 10 000 Polonais en une journée ont été exterminés par les bandéristes. En une journée. Très intéressant, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les Polonais l'ont oublié. On voit tous ces Polonais très, très, aujourd'hui, pro-Ukraine. Si vous voulez, il y a une fixette de l'identitarisme polonais sur la question russe. C'est ça. Qui annihile les crimes pour faire anti-polonais. Confiance, je rappelle que depuis ce qu'on appelle la révolution du Maïdan, pour en rigoler 2 minutes, mon camarade Romain Bessonnet, je pense, a traité ce sujet-là en long, large et en travers. Le 9 janvier, qui est la Saint-Bandera, si vous voulez, enfin l'anniversaire de Stéphane Bandera, est révéré par le régime, que la Pologne le supporte, mais d'un côté, on peut dire exactement la même chose, c'est l'impérialisme allemand. Que les Polonais aient très mal vécu la présence soviétique, c'est indiscutable, et personne ne les critique là-dessus. J'ai pas de légitimité particulière. Non, mais ça paraît étonnant. Mais ça quand même paraît étonnant, surtout quand vous poussez quelqu'un comme Zelensky, dont les liens avec les néo-bandéristes sont quand même non dissimulés. Non dissimulés. Or, quand vous voyez ce dont ces hommes-là ont été capables, pas d'un point de vue militaire, ce sont des troupes supplétives, donc c'est fondamentalement des tueurs de femmes et de gosses. Fondamentalement. Et d'un point de vue militaire, le Reich a surtout eu à s'en plaindre. Donc, parce que ce ne sont pas de grands soldats. C'est ça une cause. Si vous voulez, ce sont des chiens fous qui risquent de révéler le processus d'extermination qui est dans les mains de la SS. Donc, à un moment, d'ailleurs, les meilleurs d'entre eux, on les met dans la SS, la section, enfin la division SS Rossignol. Donc, mais les autres, ce sont avant tout ce qu'on appelle des volontaires et qui vont servir de troupes supplétives et dont la violence, parce qu'elle est visible, devient problématique. Si vous voulez, le parallèle est évident avec l'Ostacha croate, mais l'Ostacha croate là par contre est militairement quelque chose de solide, en plus d'être pour les civils particulièrement de nos amis et frères serbes, d'avoir été d'une cruauté inimaginable. Ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est évidemment l'alliance, les services américains puis britanniques qui vont se servir en fait de quoi ? Du nationalisme de Bandera et surtout de son anti-soviétisme ou anti... Alors, c'est ethnique, c'est de l'antislavisme. En plus d'être un anti-bolchevisme, c'est un antislavisme, c'est ethnique. Et il ne faut pas oublier que c'est eux qui vont à plein utiliser ce mythe atroce qui va servir à la Shoah, qui est que le bolchevisme, il ne faut pas l'oublier, est, disons, une sorte de maladie que les élites juives révolutionnaires ont donnée au peuple russe. Les bandéristes vont jouer à ça à plein pour justifier à la fois leur antisémitisme et leur haine des Russes, auxquels ils vont additionner les Polonais. Donc, plus quelques autres minorités, magyars, etc., sur lesquels ils vont taper aux marges. Mais les 3 cibles premières, c'est les Polonais, les Juifs et les Russes. Les Américains vont les utiliser au sein de toute la machinerie Gulen, les Américains et les Allemands. Parce qu'ils sont prépositionnés, parce qu'ils ont au moins une expérience en termes de renseignement du terrain, et on va les faire vivre dans l'après-guerre froide, on va les subventionner, et évidemment, quand la situation va se dégeler par la chute de l'URSS, ces gens-là vont, comme un champignon sous la pluie, sortir de terre, mais ils ont toujours été là. Oui, et toujours été financés, alimentés, suivis. Alors évidemment, tout ça est très intéressant pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Sur la place Maïdan, ils sont une centaine à s'être réunis ce vendredi matin pour rendre un dernier hommage à Olé et Mikita Komiuk, un père et son fils morts le 2 mars dans la même tranchée. Ils étaient en plein dans la ligne de feu d'un tank, mais quand ils ont appelé à l'aide par radio, personne n'arrivait à les joindre. Je ne peux qu'imaginer ce qui a dû arriver, mais je crois que quand ils ont compris à quel point la situation était critique, Olé, mon frère, s'est jeté sur son fils pour que son corps le protège des éclats d'obus. Ils ont été tous les 2 tués. À 25 et 52 ans, ils s'étaient engagés dès le début de l'invasion. Mais ce n'est que récemment qu'ils avaient été envoyés dans le Donbass, à proximité de Bakhmout, où les combats font rage.
La ville pourrait d'ailleurs tomber dans les prochains jours. L'armée ukrainienne aurait perdu au moins 100 000 soldats. Olé et Mikita sont restés sur le champ de bataille, comme tous les volontaires et les soldats pendant toute la période où j'ai été commandant là-bas. Des gens sur lesquels l'armée ukrainienne compte, ce sont des véritables héros. Wagner, le groupe paramilitaire russe, est aussi en difficulté. Ils auraient perdu de nombreux combattants dans la bataille pour la prise de Bakhmout, mais affirment avoir conquis un petit village au nord de la ville. Donc Bakhmout est dans un encerclement opérationnel là, maintenant depuis la semaine dernière. La carte a été à peu près mise à jour. Toute la rive orientale est donc maintenant sous le contrôle de Wagner, comme ils l'ont annoncé vendredi dernier. Et depuis ce matin, on sait que là où se trouve la bombe, là, on a une pénétration de Wagner dans l'ensemble de ce secteur qui est désormais passé sous leur contrôle. Et les Wagnériens sont rentrés dans l'usine Azom, qui est un complexe industriel assez important et dans lequel ils occuperaient toute la partie nord et continueraient de combattre pour s'en emparer. D'après ce qu'il laisse entendre, ça va pas se faire en une journée. Ici, j'attire l'attention sur le fait qu'on a un des ponts qui avait été détruit par... vous voyez, ici, il y avait un réservoir avec une écluse, un pont, etc. Donc, les Ukrainiens avaient tout fait sauter pour que le réservoir inonde le reste du secteur ici, pour entraver la marche des Wagner vers le sud. Et donc, ils ont, semble-t-il, établi un pont avec le génie pour pouvoir à nouveau faire traverser leurs hommes, leur matériel, évacuer les blessés, etc. Et l'autre route par laquelle on les voit de temps en temps sur les vidéos, c'est toujours celle qui est ici, là, la H32. Alors, une fois encore, la zone qui est occupée par Wagner s'étend un petit peu ici, là, dans la zone boisée. On a eu une contre-attaque ukrainienne dans ce secteur ce matin ou hier. Alors, on ne sait pas exactement où elle en est, si elle a été arrêtée là, si elle a réussi à progresser un petit peu. Mais en tout cas, c'est pareil. Ici, jusqu'à la bombe, tout le secteur qui est là est maintenant sous le contrôle de Wagner. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie occupation du terrain. En ce qui concerne la tactique, aujourd'hui, Bakhmout, c'est ni plus ni moins un chaudron, hein. On a vu les vidéos du secteur, tout est boueux, les routes sont dans un état déplorable, les véhicules s'embourbent tout seuls, ça offre des cibles pour l'artillerie russe, enfin c'est du tir au pigeon, et donc la translation vers l'intérieur ou l'extérieur de la ville est extrêmement compliquée et hasardeuse, parce que si vous vous retrouvez embourbé dans un champ et repéré par les drones d'observation de l'artillerie russe, vos chances de survie sont assez faibles. Mais là encore, la météo est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on est sur une phase de redout qui a été un peu prématurée par rapport à d'autres années, et on est sur un terrain qui est complètement englué de boue et qui permet pas de mener des opérations rapides ou ce genre de choses. Donc on a de l'escarmouche, du bombardement, mais rien de plus important pour le moment. Et contrairement à ce que dit Prigojine pour faire sa pub, il n'y a pas que Wagner à Bakhmout. Il y a aussi les paras au sud, mais globalement, les gens qui s'useraient, si on écoutait les grands experts que tu as nommés, les gens qui s'useraient à Bakhmout côté russe, ce sont les gens de Wagner, c'est pas l'armée russe. C'est-à-dire que toutes les pertes qu'ils imputent aux Russes, c'est à Wagner qu'ils les imputent, parce que si on les écoute, l'armée russe, elle est pas là. Alors, ils disent les Russes, mais c'est Wagner. Alors bon, c'est très compliqué dans leur tête. On comprend la schizophrénie qui les grignote de loin en loin à mesure que le conflit se déroule sous nos yeux. Donc, ils nous ont servi que pour essayer de comprendre pourquoi les Ukrainiens s'accrochaient à la ville. C'était un piège tendu aux Russes pour entraîner une attrition de leur part. Alors dernier point sur les pertes. Dernier point sur cette histoire de pertes. Globalement, la majorité des vidéos de pertes que nous voyons sont filmées par les Russes et nous montrent globalement des cadavres ukrainiens. Donc il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de mentir aux populations ukrainiennes, et puis comme là enfin LCI aujourd'hui se met à le faire, ben voilà, les soldats ukrainiens ils sont excédés. On nous expliquera où sont passées les fameuses armes lourdes qui étaient censées arriver jusqu'au front. La première chose, c'est que déjà, Bakhmout semble absorber, depuis le début de la semaine, 4 brigades
retenues dans la réserve stratégique de l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que au lieu de les laisser où elles sont en retrait du front, en train probablement de s'entraîner, de se réorganiser, de se rééquiper, ces 4 brigades ont été ou sont en cours d'acheminement vers le front de Bakhmout, peut-être même d'ailleurs, d'après ce que disent certains observateurs, pour lancer des contre-attaques locales pour desserrer l'étau autour de la ville. Je reste dubitatif, non pas sur la faisabilité de ces contre-attaques locales, mais sur leur capacité à véritablement obtenir le résultat, à savoir désencercler ou en tout cas desserrer l'étau autour de la ville. J'ai de forts doutes parce que le terrain autour de Bakhmout, qui est entre les mains des Russes, est plutôt favorable à la défense. Donc, je ne sais pas où ça peut aller. Ensuite, la première ministre finlandaise Sanna Marin s'est rendue à Kiev ce vendredi pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les 2 dirigeants ont discuté défense, sécurité européenne, reconstruction de l'Ukraine et sanctions à l'encontre de la Russie. Putin knows he will have to answer for his crime of aggression. Together with you and our other partners, Finland supports Ukraine's efforts to end the impunity of Russia's leaders. The future tribunal must bring justice efficiently and answer Ukrainians' rightful demands. La première ministre finlandaise a également assisté aux hommages rendus aux soldats ukrainiens surnommés Da Vinci, un héros de guerre tombé à Bakhmout. Dmytro Kotsiubailo, un volontaire de 27 ans, avait pris les armes en 2014 pour combattre les séparatistes soutenus par Moscou dans l'est de l'Ukraine. Alors, ce nouveau départ, nous voulons le poursuivre et le mettre à profit pour notre soutien à l'Ukraine. Nous partageons la même analyse et la même volonté. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. La France et le Royaume-Uni entendent collaborer davantage sur les questions de la défense et du soutien à l'Ukraine. When the security of our continent is threatened, we will always be at the forefront of its defence. And today we're going even further to strengthen our security and defence cooperation. We've agreed to train Ukrainian Marines, helping to give Ukraine a decisive advantage on the battlefield and for Ukraine to win this war. Le nombre de chars lourds qui sera disponible en avril prochain, date à laquelle pourrait commencer cette contre-offensive, est de 50 exemplaires sur les 320 annoncés initialement. Et on ne sait pas à quel rythme arriveront les autres, les 270 autres. Donc, tant qu'on n'aura que 50 chars lourds supplémentaires à aligner, je vois pas comment on va faire une contre-offensive de grand style, et alors encore moins pour venir faire une percée dans les défenses russes. La préoccupation majeure de tous les marchés financiers depuis ces dernières 24 heures, la très mauvaise posture de la Silicon Valley Bank. C'est la 2e plus grosse faillite bancaire de l'histoire des États-Unis, la plus importante depuis la crise de 2008. La Silicon Valley Bank, la banque des startups basée en Californie, s'est effondrée, faisant planer la crainte d'une nouvelle crise du système bancaire. Les bourses mondiales ont accusé le coup hier et on a un peu une sensation de déjà-vu à Aviva Fried. Oui, on a l'impression de revivre la chute spectaculaire de Lehman Brothers en 2008. Aujourd'hui, il s'agit donc de la Silicon Valley Bank, la SVB, la banque des startups et des investissements technologiques. Et tout a commencé il y a 3 jours. La SVB, établissement respecté et considéré comme solide, annonce qu'elle n'a plus de liquidité et doit lever le plus rapidement possible plus de 2 milliards de dollars. Alors, vent de panique auprès des clients qui s'empressent de retirer leurs avoirs pour un montant de 42 milliards de dollars, ce qui précipite la chute de la SVB, dont le titre perd plus de 60% à Wall Street. Les autorités américaines ont donc ordonné la fermeture de la banque et sa mise sous tutelle. L'incertitude est grande sur la possibilité des clients de récupérer rapidement leur argent, ce qui pourrait avoir des conséquences graves. Les entreprises technologiques pourraient ne plus pouvoir payer leurs employés ou leurs fournisseurs. Pourtant, une petite lueur d'espoir, le scénario est tout de même différent de celui de 2008. Les banques les plus importantes sont désormais plus diversifiées et bénéficient de garde-fous mis en place lors de cette crise, ce qui leur permet de résister, en tout cas pour le moment. Et ce soir, je vous propose de regarder de plus près les derniers développements en Chine. La Chine qui a annoncé hier la hausse de son budget de défense pour l'année 2023. En langage des chiffres, cela signifie que les dépenses militaires de la Chine s'élèveront désormais à plus de
1553 milliards de yuan, soit 225 milliards de dollars. On parle ainsi d'une augmentation de 7,2%. C'est la plus forte depuis 2019. Le budget militaire de la Chine préserve ainsi sa deuxième position derrière les États-Unis qui dépensent pour leur défense, il faut le dire, 3 fois plus. Alors, une telle nouvelle aurait pu éventuellement passer inaperçue si ce n'est le contexte. L'annonce de Pékin intervient, il faut le dire, dans un contexte de tensions internationales. Conflit en Ukraine, crise de Taïwan, la montée en puissance de la Chine est aussi depuis un certain temps scrutée, guettée par les Occidentaux. Et ces décisions chinoises, vous l'aurez compris, suscitent en tout cas leurs inquiétudes. Alors, que signifie une telle décision? La Chine se prépare-t-elle à une éventuelle guerre au moment où on vit clairement une véritable course à l'armement en Europe et même dans tout le monde entier? On va 69 ans, pas un cheveu blanc et déjà 10 ans passés à la tête du pays. Xi Jinping a été confirmé pour un 3e mandat à l'unanimité des 3000 députés votants. Président de la République, secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale de l'État, il concentre le pouvoir et entend poursuivre sa politique de puissance. Mardi, à l'issue de sa réélection, il a adopté une posture étonnamment musclée à l'endroit du rival états-unien. Un ton inhabituel, selon Laurent Michelon, entrepreneur français et auteur de l'ouvrage « Comprendre la relation Chine-Occident ». Il a répondu à nos questions depuis Hong Kong. Le ton du discours est assez inhabituel puisque ni lui auparavant ni ses prédécesseurs n'ont jamais été aussi catégoriques dans leur discours où là ils pointent directement du doigt les États-Unis et leur tentative d'encerclement et de corsetage de la Chine qu'on voit tous, qu'on connaît tous. Le fait que le président de la République de Chine le dise clairement, c'est vrai que c'est un petit peu inhabituel, mais ça ne choque personne, ça ne surprend personne. C'est un processus qu'on voit à l'œuvre depuis plusieurs décennies. Donc oui, c'est un discours qui se muscle un petit peu, c'est repris par son ministre des Affaires étrangères qui lui est, on va dire, encore un petit peu plus musclé puisqu'il explique aux États-Unis que là, le gouvernement chinois en a assez du 2 poids 2 mesures dans le sens où on menace la Chine de représailles si elle vendait des armes à la Russie, alors que en même temps le gouvernement américain se vante dans tous les médias de vendre des armes à l'Ukraine. Donc on comprend pas comment est-ce qu'un État souverain pourrait avoir une politique étrangère qui lui incombe et un autre État souverain serait soumis au diktat de l'hégémon nord-américain. Le ministre des Affaires étrangères a menacé directement d'une confrontation possible si les États-Unis continuaient sur cette pente dangereuse. Et ça, effectivement, c'est encore quelque chose d'assez inhabituel pour la diplomatie chinoise. Pour reprendre un petit peu le sous-titre de mon ouvrage, la Chine n'est plus aussi réticente que ça à assumer son statut de superpuissance. On va dire que l'hégémon anglo-américain va devoir composer maintenant parce qu'il a vraiment en face à lui une superpuissance qui est capable de lui dire non. S'inscrivant ostensiblement en opposition aux États-Unis et au monde occidental, Pékin marche dans les pas de la Russie, en rupture avec l'ordre mondial souhaité par Washington. Une nouvelle fracture dans l'ordre établi qui inquiète tant les fronts semblent se multiplier avec toujours en toile de fond les risques de déstabilisation et de guerre. Ici, à Taïwan, pour Laurent Michelon, Xi Jinping veut marquer une ligne rouge sur ce sujet territorial. C'est un rappel de la ligne rouge que le Parti communiste chinois et les gouvernements successifs chinois ont martelé depuis plus de 70 ans. Qui est qu'une indépendance formelle de Taïwan était une ligne rouge à ne pas dépasser. Or, on voit que ce qui se passe depuis quelques années, c'est en fait les États-Unis qui, eux, sont en train de se distancer par rapport à la politique de Chine unique qu'ils ont signée et qu'ils continuent de dire qu'ils soutiennent depuis les années 70. Le communiqué de Shanghai de 1972 qui a été signé par l'administration Nixon et l'administration Joe à l'époque spécifie bien que il y a une seule Chine, que Taïwan fait partie de la Chine et que cette Chine est représentée par Beijing. On comprend pourquoi est-ce que les États-Unis avaient signé un tel document, c'est parce qu'ils étaient en pleine guerre froide avec l'Union soviétique et en pleine guerre du Vietnam, sauf que maintenant, la nécessité d'un tel accord avec la Chine n'a plus lieu, donc on voit que les États-Unis sont en train de revenir sur ce document et de plus en plus font des visites de députés américains sur le sol taïwanais, envoient des troupes militaires, ils disent que c'est des formateurs, et de toute façon ce sont des militaires sur le territoire taïwanais, ce sont des véritables actes de guerre. Dans la logique des documents qu'ils ont signés de reconnaissance de la Chine unique, envoyer des troupes à Taïwan, c'est un acte de guerre. Or c'est ce qu'ils font, et ils viennent de déclarer qu'ils multiplient les effectifs par 4 à partir de ce mois-ci. Une présence états-unienne à Taïwan qui agace en Chine et qui inquiète en Occident, où le risque de voir une nouvelle guerre éclater sur fond de contestation de l'impérium états-unien semble bien réel.
La réélection de Xi Jinping a donc une portée géopolitique forte et s'inscrit dans le renforcement du pouvoir derrière une personnalité, un pouvoir fort qui a largement survécu aux contestations récentes dont les médias occidentaux ont parfois surinterprété l'importance et la portée. Le pouvoir chinois est bien en place et semble s'être renforcé des secousses qu'il a pu connaître ces derniers mois. Plus que jamais, il faudra compter avec l'Empire du Milieu dans les années qui viennent. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé vendredi un message de félicitations au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l'occasion de sa réélection à la tête du pays par l'Assemblée nationale populaire chinoise, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Beaucoup de réactions enthousiastes après cette décision du côté des pays du Golfe. En revanche, c'est beaucoup plus mesuré du côté des Américains. On va rejoindre à Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Mathieu, cette décision ne semble pas en effet réjouir les États-Unis. Oui, en tout cas, la rencontre entre les émissaires saoudiens et iraniens à Pékin n'avait évidemment pas échappé au radar diplomatique de Washington. Et même si concrètement, ni Anthony Blinken ni Joe Biden ne peuvent condamner ce qui, au moment où nous parlons, et on l'a entendu à l'instant, n'est qu'un rapprochement diplomatique, le fait que ce rabibochage partiel soit orchestré par Pékin n'est pas du tout anodin, bien sûr, pour la diplomatie américaine. Pékin et Téhéran sont déjà liés par un accord stratégique pour 25 ans, on le sait, un accord qui pour le moment ne contient qu'une succession de partenariats à caractère énergétique et économique, mais qui contient également un volet de recherche et de développement tout à fait compatible avec des projets, cette fois liés à la sécurité et à la défense. Or, dans le contexte actuel, évidemment, c'est-à-dire, disons-le, dans le contexte d'hypertension diplomatique entre Pékin et Washington, tout ce qui pourra contribuer à dessiner les contours de deux nouveaux blocs, concrètement d'un nouveau monde bipolaire, pour reprendre les termes d'Anthony Blinken, tout ce qui pourra y contribuer est regardé avec la plus grande prudence par le département d'État américain et la Maison-Blanche. La discorde entre Riyad et Téhéran participait d'une certaine façon, à l'équilibre des forces dans la région. Un équilibre qui, ces dernières décennies, a été largement bousculé par la succession de conflits que nous connaissons en Irak, au Yémen ou encore en Syrie. Mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de l'influence chinoise sur la planète, concrètement. Dans le fond, la réouverture des ambassades annoncées par l'Arabie Saoudite et l'Iran ramène les deux pays à une situation diplomatique récente, puisque la rupture n'avait que 7 ans. Mais encore une fois, au moment où les nations subissent de fortes pressions pour choisir leur camp face à l'offensive russe en Ukraine, par exemple, et donc plus largement à choisir le bloc dont on parlait à l'instant, le rapprochement de l'Arabie Saoudite et du clan irano-syrien n'aura pas d'effet que sur l'équilibre des forces au Proche-Orient. Donc clairement, pour Washington, ce rapprochement diplomatique n'est pas ouvertement une mauvaise nouvelle, bien que, comme vous l'avez rappelé, Joe Biden aura un œil sur les conséquences de ce rapprochement sur Israël, évidemment. Mais encore une fois, Washington, dès lors que l'arbitrage est opéré par la Chine, Joe Biden ne pouvait de toute façon pas accueillir la nouvelle avec un enthousiasme excessif. Merci beaucoup Mathieu pour ces précisions depuis Washington. Jeudi dernier, Madame le ministre de la Culture de France, Madame Rima Abdul-Malik, qui devrait être le garant de la liberté d'expression, a menacé de fermeture des chaînes de télévision en France. On a compris qu'elle leur reprochait un manque de pluralisme, de ne pas traiter les affaires judiciaires avec mesure. Est-il nécessaire de rappeler que chaque rédaction d'une chaîne d'information fait un tri de l'information? Est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que CNews traite différemment les faits divers que, par exemple, BFM TV? Il est vrai que CNews laisse notamment la place pour traiter des sujets relatifs à l'insécurité grandissante en France, souvent ignorés par d'autres chaînes. Est-ce que cela signifie un manque de pluralisme ou est-ce que cela mettrait plutôt dans l'embarras le gouvernement français? Quoi qu'il en soit, le ministre, me semble-t-il, a rompu avec son devoir de neutralité. Sa grave mise en cause de chaînes d'information est perçue par de nombreux commentateurs comme une atteinte directe aux libertés fondamentales. Avant de s'ériger ici en chevalier blanc de la défense des droits fondamentaux, certains d'entre vous, chers collègues, devraient commencer à balayer d'abord devant votre propre porte. Que n'aurait-on pas dit si cela s'était produit, par exemple, en Hongrie? Le bilan de la tuerie de Hambourg s'alourdit. La police comptabilise 8 morts, dont le fœtus d'une des victimes et le tueur qui s'est suicidé. L'ancien témoin de Jéhovah a ouvert le feu sur des membres de son ancienne communauté alors qu'ils étaient en train de prier.
Le tueur était détenteur d'un permis de port d'armes. Wir sind fassungslos angesichts dieser Gewalt. Meine Gedanken sind in den schweren Stunden bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir trauern diejenigen, die so brutal aus dem Leben gerissen wurden. Le tueur avait 35 ans, il se prénommait Philippe. Les motifs de son geste restent à déterminer. Die anonyme Person brachte in dem Schreiben die Auffassung zum Ausdruck, dass der Philipp F. an einer psychischen Erkrankung leiden könnte, ohne, wie die Person schreibt, dass dieses ärztlich diagnostiziert sei. La police cherche à éclaircir les relations que le tueur avait gardées avec les membres de son ancienne congrégation et à établir s'il était parti de son plein gré ou s'il avait été exclu de la communauté. La Belgique tourne donc au ralenti ce vendredi, ces jours de grève nationale dans les services publics. Alors manque de moyens et de personnel, voilà pour les principales revendications. Aujourd'hui, plusieurs services sont touchés, les chemins de fer par exemple. Découvrons le reportage tourné en Brabant wallon et à Bruxelles avec Bastien Delbar, Jérémy Boisseau, Arnaud Rubens et Martin Biltereis. De mémoire de navetteur, on n'a jamais vu ça. Une gare à l'arrêt, les rares trains à quai fermés et des voies désespérément vides. Ford va supprimer plus de 1100 postes en Espagne. Le constructeur automobile américain a annoncé un important plan social dans son usine de Valence, dans l'est du pays. Ce plan s'inscrit dans une stratégie plus globale de réduction des coûts en Europe. En tout, le constructeur devrait se séparer de 10% de ses effectifs d'ici 2025. Les pôles de recherche et développement en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni sont particulièrement touchés. Ancien pilier de l'automobile en Europe, l'entreprise a vu ses parts de marché s'effondrer durant les 20 dernières années. Elle prévoit de se concentrer sur ses modèles électriques et ses utilitaires. Alors Alexandra Royocode vous a déjà reçu, toujours avec plaisir, et évidemment, quand vous quittiez le plateau, j'avais des coups de fil en me disant « Mais comment tu reçois Alexandra Royocode ? Mais tu sais très bien qu'elle fait partie de la secte des Illuminati, qu'elle est complotiste, que ceci, que cela, etc. » J'ai dit « Enfin écoutez, elle est généticienne, elle est scientifique, elle a fait un certain nombre de choses, elle a fait un certain nombre de recherches, elle a produit un certain nombre d'écrits. On peut être pour, on peut être contre. Moi, je n'ai pas la compétence pour en parler, mais comment ne pas accueillir quelqu'un qui a des opinions dissidentes sur ce qui s'est passé ? Et depuis, on est à 3 ans du début de ce qu'on a appelé la pandémie, on voit que des narratifs se sont effondrés, et justement se sont effondrés de façon assez claire. Alors si on revient donc justement à cet ARN, notre racine, notre racine, comme vous dites, quand vous avez entendu parler de cette pandémie, du fait qu'il pouvait y avoir des millions de morts, ça vous a fait réagir à l'époque comment ? Par la curiosité, comme toujours en tant que chercheur, on est un petit peu, j'ai envie de dire, malade de la curiosité. Je dis toujours, on est comme des grands enfants, où on nous aurait répandu des tas de boîtes de puzzles mélangées les unes avec les autres, et au lieu de partir en disant j'y arriverai jamais, on s'assied tout excité en disant ouais, je vais chercher un truc. Et voilà. Ouais. Et donc évidemment, on entend des choses qui ne font pas sens avec ce que l'on connaît, et donc on est piqué au vif, curieux, et donc quand on est généticien, bêtement, oserais-je dire, on va voir des séquences de lettres qui sont la séquence du dit virus. Alors vous êtes allé voir, qu'est-ce que vous avez vu ? Et c'est là où effectivement, là, ça a été le premier élément de surprise qui a été de se dire, mais il est différent de toutes les bestioles qu'on n'a jamais vues en tant que coronavirus. Là, dès lors, vous analysez cela, vous dites mais qu'est-ce qu'il a de différent, et ça là vous dites c'est quand même curieux, il a de différent qu'il a une clé d'entrée dans les cellules humaines, alors que normalement c'était un virus évidemment. Mais les autres aussi ont des clés d'entrée, non ? Pas ces coronavirus là, non, pas ce lignage de coronavirus. D'accord. Et donc là on va plus en détail et on voit que c'est magnifiquement inséré pile au bon endroit entre 2 éléments de protéines. Enfin, vous voyez, vous repérez toute une logique de construction humaine, et c'est là où vous avez vraiment du mal à réconcilier avec le narratif qu'on vous impose, sur lequel, scientifiquement, vous êtes prévenu en mars 2020 que tout scientifique
qui s'opposerait au narratif ou qui émettrait des doutes au narratif que ce virus était issu de pangolin ou de chauve-souris serait jugé, taxé de théorie conspirationniste et fortement condamné. Je reprends leurs mots. Strongly condemned, fortement condamné. En mars 2020. Mars 2020, Lancet et suivi de Science qui condamne qui dit fortement. Ça exactement. Alors évidemment, quand vous êtes un scientifique et que vous vous entendez que vous allez être fortement condamné par d'autres scientifiques et que c'est écrit noir sur blanc dans Lancet et dans Science, vous réfléchissez à deux fois à avoir une voix un petit peu dissonante. Voilà. Donc ça a été effectivement, et il se trouve que il a fallu attendre quelques mois pour que le Daily Mail sorte un article magnifique où ils indiquaient que 26 des 27 auteurs de ce Lancet étaient en conflit d'intérêts, enfin étaient liés à Wuhan, aux chercheurs de Wuhan. Voilà, avec chercheurs. Mais qui sont alors ces apprentis sorciers? Alexandre Henriot-Côte, c'est qui ces apprentis sorciers? J'aime bien retourner cette question aux gens, au premier libraire où je commandais mon livre. Je leur disais, à votre avis, qui sont les apprentis sorciers eu regard à ce que nous avons vécu depuis 3 ans? Ils trouvaient tout seuls que c'est évidemment les laboratoires pharmaceutiques. Ouais, c'est ça. Les laboratoires pharmaceutiques, mais est-ce ils sont plus apprentis que sorciers ou plus sorciers qu'apprentis? Alors, j'invite les gens à lire le livre pour s'en rendre compte. J'aime bien cette phrase probablement dans la conclusion qui émane de la patronne de la branche vaccin de Pfizer, et elle a sorti ça dans la revue Nature en novembre dernier, donc novembre 2022. 2022. Nous pilotions l'avion pendant que nous étions encore en train de le construire. Ah oui, elle a dit ça. Oui, c'est assez frappant. Oui. Alors j'en ai parlé à des amis pilotes. Ils m'ont dit, sans leur dire le contexte, ils ont dit ça n'est pas possible. La seule chose qu'on ait faite, c'est qu'on pilote des avions pendant on les teste en fait. On teste, voilà. Sûr, et il dit ça se finit toujours mal. Le fait d'être considéré comme quelqu'un qui est vraiment à côté de la plaque, qui a trahi sa vocation de généticienne, qui est parti dans un délire complet, etc. Comment vous l'avez vécu, très franchement? Sur 2 niveaux différents, distincts. Le premier niveau, au niveau de la science, cela ne m'a absolument pas fait peur. Il faut savoir que notre milieu, quand on est scientifique, on passe notre temps à nous opposer, à nous confronter, mais du coup, forcément, il y a de l'opposition aussi, à nos pairs. Au point que, par exemple, lorsqu'on écrit un article, on l'envoie à nos compétiteurs qui vous défoncent l'article. Donc honnêtement, on le fait systématiquement. On le fait systématiquement. Donc c'est quelque chose de sain que d'avoir cette confrontation, parce que contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire depuis 3 ans, personne ne détient la vérité. Ni moi, ni personne. Or, on nous a fait croire qu'il y avait une vérité, que c'était le vaccin qui allait nous sauver de tout. Et là, on a eu les déclarations de notre président, il y a eu la déclaration de Biden. Il ne s'agit pas de liberté, dit-il, ou de choix personnel, mais de vous protéger ainsi que ceux autour de vous. On sait que finalement, ce vaccin ne permettait ni de vous protéger, ni ceux autour de vous. Et puis, Poutine d'enchérir, la propagation de la pandémie ne peut être évitée que par la vaccination. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on est dans du dogme comme cela, effectivement, c'est très difficile de parler science. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a parlé science. On n'aura jamais vu ça avec un tel mépris des Français de la démocratie. Bien sûr que des gouvernements ont utilisé les articles de la Constitution. Tous les gouvernements, à un moment ou à un autre, ont utilisé ce qu'on appelle les articles de la Constitution qui renforcent l'exécutif face au Parlement. En revanche, on a rarement vu un gouvernement, un président de la République, à ce point piétiner les droits des parlementaires pour imposer une réforme si contestée dans les profondeurs du pays. Alors aujourd'hui, il y a eu une grande nouvelle, c'est un peu technique, mais c'est politique.
En fait, c'est très simple. C'est que le gouvernement, qui a pourtant une nouvelle majorité au Sénat, avec l'appui des sénateurs LR, républicains, qui font corps avec les macronistes, eh bien le gouvernement, ça lui satisfait pas. Il impose un vote bloqué. C'est l'article 44 alinéa 3. Le vote bloqué, c'est quoi? C'est que les sénateurs ne pourront pas examiner tous les amendements, ça servira à rien, parce que, en vérité, c'est le gouvernement, le ministre, la première ministre qui vont choisir les amendements des sénateurs qui leur conviennent, et il y aura un vote bloqué sur le texte. Donc en fait, la discussion sert à rien, et là, très prochainement, ils voteront tout d'un coup, et ce sera fini. Et ça va repartir à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non seulement à l'Assemblée nationale, ils ont bafoué les droits en utilisant une procédure scandaleuse qui est réservée au projet de loi rectificative des lois de sécurité sociale. Donc, c'est ce qu'on appelle un cavalier. Ils ont utilisé une procédure qui ne peut pas être utilisée normalement, et moi je suis sûr que le Conseil constitutionnel, s'il est objectif, pourrait censurer cette loi de réforme des retraites, mais qu'importe. Donc, ils utilisent une procédure à l'Assemblée nationale qui raccourcit les délais et qui fait qu'on ne discute que sur le texte du gouvernement. C'est pour ça qu'on n'a pas examiné l'article 7, malgré l'obstruction de la NUPES. Et puis, au Sénat, où ils ont pourtant une majorité avec les LR, eh bien, ils passent en force avec un article de vote bloqué. Et puis, maintenant, le grand suspense, ça va être, est-ce qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour le vote final? Et on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il y a des députés de la majorité Renaissance, En Marche, Renaissance, c'est plutôt régression d'ailleurs, qui vont probablement ne pas voter. Et Macron fait pression sur eux. Et puis, il y a 62 députés républicains, et Macron a besoin de 38 voix positives des députés républicains. Alors, M. Ciotti s'est prosterné devant Mme Borne, M. Marlex aussi, M. Larcher, M. Retailleau, au Sénat. Mais il y a quelques jeunes députés LR qui n'ont pas envie de voter. Alors, est-ce qu'ils auront le courage? Voilà, c'est tout. Est-ce qu'ils vont se déshonorer à devenir la roue de secours du macronisme? Ou est-ce qu'ils vont résister? Il y en a beaucoup qui vont voter, des parlementaires républicains, mais il y en a qui résistent. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner, à m'aider. Vous pouvez m'aider de deux façons, et aider les millions de Français qui sinon vont souffrir terriblement. Première façon, si vous avez un député républicain dans votre circonscription, vous allez le voir ce week-end. Vous lui écrivez, vous allez le voir, et vous lui dites, on votera plus jamais pour toi si tu votes cette réforme des retraites. Et ça, je peux vous dire, ça fait réfléchir les députés. Et puis le deuxième point, c'est que vous incitez vos députés, alors là de toute la France, à signer ma demande de référendum. On en a eu plus aujourd'hui, on est à 34, on était à 27, ça fait 7 de plus. Et chaque jour, il y en a qui arrivent, grâce à vous, parce que vous faites pression sur vos députés. J'ai réécrit à tous les députés, tous les sénateurs, il me faut 185 signatures pour initier la démarche d'un référendum. Et là, Macron ne pourra plus rien, le peuple aura ta peau, nous arriverons à bloquer cette réforme scélérate. Je veux vous le dire. Vous voyez, ce matin, j'ai visité une usine en Haute-Savoie. Et j'ai vu des ouvriers qui travaillent dur. Et c'est se moquer du monde de croire qu'ils pourront travailler jusqu'à 64 ans. Et malgré les efforts du chef d'entreprise remarquable, avec la participation, avec davantage de respect, avec de l'ancienneté, eh bien les tâches sont rudes. Et on ne travaille pas jusqu'à 64 ans sans mettre en œuvre une pénibilité. Et c'est Emmanuel Macron, et je veux insister là-dessus pour conclure, qui a supprimé les critères de pénibilité de la loi Touraine. Ça veut dire qu'il a un mépris du peuple abominable. Abominable. Et à force de tirer sur la corde, elle va casser. Et moi, je n'accepte pas ça. Alors, tout faire pour bloquer cette réforme de retraite, c'est encore possible. Si vous pouvez manifester demain, manifestez de manière pacifique. Moi, je serai à Lyon demain pour manifester avec les soignants suspendus. C'est un autre de mes combats. Mais je pourrais très bien manifester avec les futurs retraités spoliés. Qu'importe. Il faut des manifestations paisibles. Il faut un référendum. Il faut bloquer Macron. Il faut faire pression sur les députés LR qui peuvent se déshonorer et surtout abîmer notre pays. Et puis, si vous pouvez aussi renforcer debout la France, notamment ceux qui étaient à LR qui viennent chez nous parfois parce qu'ils savent que le vrai gaullisme, c'est ici.
et que nous, on ne nous achète pas. Voilà, c'est la grande différence. Alors, pour mes conseils de lecture, je vous recommande chaudement Marianne. Marianne qui panique. Pourquoi? Eh bien, 2024, les Jeux Olympiques à Paris. Pour Marianne, rien n'est préparé. Ça va être une catastrophe, ce que je crois vraiment également. Et puis, je vous recommande aussi, alors, l'autre numéro de Marianne qui nous éclaire sur la coke et nos élites. En particulier, nos élites journalistiques. Ah, quelle farce. Oui, eh bien, je crois qu'ils ont raison. Et je crois que Natacha Polony est une excellente rédactrice en chef de ce canard, de ce journal, Marianne. Alors, je vous recommande bien sûr Omerta, encore une fois, Omerta, Ukraine, la vérité qui dérange. Omerta a pulvérisé, je dis bien pulvérisé, les ventes de ce numéro. Ils ont été obligés de rééditer ce numéro qui sera un mensuel. C'est absolument génial. Alors, le rédacteur en chef d'Omerta, Éric Le Sommier, est parti en Afghanistan où il va faire un reportage, je suppose, sur les talibans, qu'il va nous rapporter donc assez rapidement. Bien, et puis l'autre jour, j'ai vu un très 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 beau film sur Canal+, qui s'appelle Revoir Paris. Alors, Revoir Paris, qu'est-ce que c'est? C'est un film sur le post-traumatisme. Vraiment un très très beau film. Très intéressant, très touchant. Alors, le post-traumatisme de quoi? Eh bien, des attentats de novembre à Paris. C'est l'histoire d'une femme qui subit ces attentats et l'après-attentat avec le post-traumatisme qui revient. Très, très beau film. Je vous le recommande vraiment. Bon, écoutez, à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce. À bientôt.